Bonjour, nous voilà de nouveau à ce cours de gestion de projet à destination des BTS SAM. Donc, ce cours porte essentiellement, je vous rappelle, sur l'identification donc des besoins d'information et là plus précisément, donc la fois dernière on avait commencé à voir les besoins d'information, la base, le vocabulaire. On a vu aussi les collectes d'informations en interne, essentiellement avec les bases de données sous Access notamment. On a vu dans un grand 3 donc tout ce qui était collecte d'informations sur Internet, donc comment utiliser ce moteur de recherche qui est Google notamment. Ce n'est pas le seul, hein, je vous rappelle, il y en a bien d'autres. Aujourd'hui donc on va s'attarder sur le contrôle de l'information et de l'information notamment sur le web. Alors le contrôle de l'information, nous y voici. Alors on vous dit qu'Internet c'est une source infinie d'informations, et que même si vous avez pris soin de bien préciser vos besoins dans le moteur de recherche, on l'a vu sur le chapitre précédent, il doit rester vigilant, l'opérateur, autrement dit vous devez rester vigilant et vérifier le sérieux des sites qui ont été retenus et la qualité de leur contenu. Pour cela donc plusieurs outils. D'abord, les alertes des navigateurs. On vous dit que chaque navigateur, on fera le test juste après, donc que chaque navigateur effectue des vérifications d'authenticité des sites sur lesquels les utilisateurs vont se connecter afin de détecter justement les sites qui sont frauduleux. Alors ça se fait au travers des navigateurs, ça se fait aussi par l'intermédiaire des antivirus locaux que vous pouvez installer sur vos postes informatiques. Par exemple, on vous dit que le navigateur Google Chrome, celui où je vais vous faire la démonstration, vous informe, ou informe l'utilisateur, donc vous informe d'un niveau de sécurité qu'il attribue au site sélectionné. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ceci. En fait, là, je suis allé, je vous évite toute la recherche, hein, je suis allé directement sur les paramètres et sur le support de Google. En fait, la sécurité d'un site via Google, d'après Google en tout cas, elle est formalisée par ces trois petits logos. Vous avez un logo ici qui vous informe que le site est sécurisé. Ici, on vous dit que le site n'est pas sécurisé ou les informations ne sont pas sécurisées. Et on vous avez même un dernier cas où l'on vous montre que le site en lui-même est dangereux. Alors, comment s'apercevoir de ça? En fait, c'est très très simple, hein. Vous vous en apercevez ici grâce à ce petit logo. Ici, Google est un site où l'information est sécurisée. Attention, ça ne veut pas dire que l'information est vraie, ça veut dire que l'information est sécurisée. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous dit que les informations que vous allez envoyer ou recevoir vont être privées, donc vous êtes protégé a priori en partie contre le piratage. On retrouvera notamment ce petit logo dès qu'il s'agit de mettre des coordonnées bancaires. Et que même si cette icône est visible, on vous dit faites toujours preuve de vigilance lorsque vous communiquez des informations privées. Et regardez la barre d'adresse pour vous assurer que vous êtes bien sur le site que vous souhaitez consulter. En l'occurrence, la barre d'adresse, hein, c'est cette bande-là. Ici, donc je suis sur support google.com, ça me paraît être quelque chose d'assez fiable. Alors vous avez des fois des pages qui semblent fiables, souvent des pages issues de banques. Et si vous regardez en fait tout en haut, vous apercevez que ce n'est pas directement le nom de la banque. Il y a autre chose devant, un mot, des mots, plusieurs. Enfin, ce n'est pas directement le nom de la banque. Alors qu'est-ce que c'est? C'est souvent ce que l'on appelle du phishing ou du hameçonnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait vous êtes ni plus ni moins sur un site pirate, que ce site a été contrefait. C'est-à-dire que le hacker a tout simplement repris le site d'origine, a essayé de reprendre les mêmes codes au niveau couleur, police de texte, etc. Et donc quand vous êtes dessus, vous pensez être sur le bon site. Et comme dans la plupart des cas, si vous êtes par exemple sur le site de la banque, on va vous demander de saisir un numéro de compte souvent, et ainsi qu'un mot de passe. Et à un moment où vous allez saisir ce numéro de compte et ce mot de passe, vous les saisissez, mais non pas sur le site de la banque, donc vous n'aurez pas accès à votre compte bancaire, mais vous allez les saisir en fait sur le site du hacker, qui lui va pouvoir les récupérer, parce qu'à partir du moment où vous saisissez des informations, ces informations sont stockées directement dans une base de données qu'il pourra ensuite consulter. Donc là, c'est quelque chose d'assez dangereux. Donc c'est pour ça que ce petit cadenas, information sécurisée, c'est un gage supplémentaire de garantie que le site est fiable.
attention, le site est fiable, les informations contenues dedans, ça reste toujours à vérifier. Je vais vous faire une petite démonstration. Ici, on était sur Google. Je vais faire un autre site. Vous allez voir. Je vais taper par exemple ici. Allez, ça va faire ça, marre du boulot. Au cas où vous seriez vraiment au bout. Hop. Voilà, je tape. J'ai un site qui s'intitule marreduboulot.com. Ouais, on va feuilleter ce qu'il y a dessus. Je clique et si vous vous apercevez, ici, là, c'est écrit non sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes données, quand je vais les échanger sur ce site, vont pouvoir être interceptées. Il n'y a rien de sécurisé. Ça ne veut pas dire que l'information qui est dedans, qui est sur le site, est fausse. Ça veut juste dire que l'information que je vais envoyer n'est pas sécurisée. En l'occurrence, après, il faudra chercher un petit peu à l'intérieur du site pour voir si oui ou non les informations sont fiables. Il y a plusieurs méthodes. Souvent, vous avez, faut aller jusqu'à la fin des fois. Alors là, ça ressemble plus à un chat. Mais sinon, vous allez sur le site en lui-même et sur la description, vous regardez le nom des auteurs. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Si je fais un autre test, je vais faire quelque chose. Oups. Donc je tape Éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale, ça semble quand même bien. Et là, on s'aperçoit tout de suite que je suis sur un site sécurisé. Alors je peux faire la même chose avec plusieurs choses pour... Voilà, regardez, Sephora par exemple, hop, c'est parti. Sephora, maquillage, parfum, soins de beauté. Voilà, je suis sur un site, c'est sécurisé, ce qui veut dire que quand j'aurai une transaction par exemple, je pourrai avoir une certaine fiabilité, être sûr que mes coordonnées bancaires que je vais saisir ne seront pas piratées. Donc ça c'était à destination de ceux qui veulent, on va dire, se mettre en beauté. Si vous voulez faire du bricolage, allons-y pour le bricolage. Je tape le début, je prends le premier site, Brico Dépôt, et hop, voilà, je suis sur le site de Brico Dépôt. J'ai encore une fois mon petit cadenas, je suis donc sur un site sécurisé. Alors on va en profiter justement sur ce site de Brico Dépôt. Si vous regardez ici, on vous parle de cookies. Alors les cookies, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, forcément vous avez entendu parler. Alors qu'est-ce que c'est que ces cookies? Alors les cookies, ces cookies sont des petits fichiers qui sont déposés par votre navigateur sur votre ordinateur, et ça se déroule au moment où vous surfez sur Internet. Donc, ce petit fichier, en fait, il est composé uniquement de texte, ce n'est que de l'écriture. Il est normalement totalement inoffensif vu que ce ne sont que des écritures. Alors ce fichier, lui, il est généré par le serveur du site que vous allez consulter. Ici, en l'occurrence, par le serveur du site Brico Dépôt. Et il est envoyé directement à mon navigateur. Ici, j'avais pris comme navigateur Google Chrome. Donc là, il a été envoyé sous Chrome. Si je prends un autre navigateur, que ce soit donc Opera, Edge, Firefox par exemple, ou Safari, dans ce cas, il ne sera pas impacté par ce cookie. Et donc ce navigateur va enregistrer le fichier sur mon disque dur, tout simplement. Alors pourquoi sur mon disque dur plutôt que sur celui du serveur? Tout simplement parce que le nombre de personnes qui se connectent sur un site est colossal, et que stocker tous ces cookies, ce serait quelque chose d'assez lourd pour les serveurs informatiques. Par conséquent, on le stocke sur votre machine personnelle. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc ce cookie, ça sert tout simplement en fait à générer des informations, à enregistrer finalement des informations qui vous intéressent. Un exemple, si vous allez sur un site, donc là je suis par exemple sur le site de Brico Dépôt, moi en termes de cookies, je préfère quand même gérer les cookies. Là vous voyez, accepter, non, il est hors de question que j'accepte tous les cookies. Généralement vous pouvez toujours vous en débarrasser. Vous voyez, désactiver, hop, ou activer. Donc moi je laisse tout désactiver et j'enregistre. Voilà, donc c'est fini, maintenant j'ai accès au site. Alors là je peux aller, on va sélectionner un dépôt. J'essaye de faire quelque chose qui soit le plus probant possible. Alors évidemment, moi j'habite en Seine-Maritime, donc on va se mettre dans le 76 et sur la région rouennaise. Voilà, donc à partir de là, vous voyez, j'ai tout ce que je veux, des étagères, des luminaires, je sais pas ce que là on est confiné à l'intérieur, il commence à faire pas très très chaud, on va taper radiateur par exemple. Hop, petite démonstration, je tape
le mot-clé. Donc là, j'utilise vraiment le moteur de recherche interne au site. Ça, c'est ce que l'on a vu au point précédent. Et là, vous voyez, j'ai toute une page de radiateur. Donc, je peux prendre celui-ci, même, il n'est pas très très cher. Hein, un petit soufflant comme ça, allez hop. Il me plaît bien. Je le mets dans mon panier. Alors, le panier, il est où par ici? Faut juste s'apercevoir de la commande, mais normalement, on doit pouvoir l'ajouter au panier. En cours de livraison. Ah, là, j'avoue, produit en réapprovisionnement, il n'est pas disponible, c'est pour ça que je ne peux pas le commander. Donc, on va faire quelque chose qui est disponible le temps qu'à faire. J'aurais dû m'en douter, c'était écrit. Prenons celui-ci. Allez, hop, 120 pièces disponibles. Donc, voilà, il est disponible. Voilà, 120 pièces. Il me plaît bien, je l'ajoute. Hop, voilà. Je vais pas me connecter, j'ai pas l'intention de me connecter. J'ai l'intention juste de l'acheter. Généralement, à partir du moment où vous allez les mettre dans le panier, vous allez les consulter, en fait, vous allez créer des informations dans votre ordinateur. Vous allez créer ce fameux cookie. Et grâce à ce cookie, finalement, la prochaine fois que j'irai sur un site, pas forcément sur le site de Brico Dépôt, on retrouvera donc toutes ces informations sur les radiateurs et on me proposera encore une fois d'autres radiateurs. Donc voilà. Donc j'ai fait voir un petit peu tout ce qui concernait la sécurité, les sites sécurisés, les informations non sécurisées. Donc ça c'était sur le site, alors j'avais vu le site Marre du Boulot, je l'ai dit, avec une recommandation, on vous demande d'essayer avec un S devant. Ça ne marche pas à tous les coups, généralement ça ne marche pas du tout. Hein. Mais donc voilà. Ça vous permet donc de vérifier que le site est plus ou moins fiable. Hop. Deuxième élément qui permet de vérifier l'information, ce que l'on appelle les certificats. Alors ces certificats, pour garantir la sécurité d'un site, les différentes organisations vous demandent un certificat SSL d'authentification émis par une autorité tierce. Et dans ce cas, si le certificat est accepté, le site va alors passer en HTTPS. Alors, HTTPS, ça signifie quoi? Je reviens sur mon site de départ. Hop, voilà. Je vais sur un site. J'étais sur Sephora tout début. Eh ben, allons-y. Va pour Sephora. Vous voyez, ici, je suis sur le site de Sephora. Je me connecte. Je ne fais pas de publicité, hein, rien à voir. Maintenant, comment faire pour pour gérer les certificats? Quels sont les certificats? J'ai toujours ce problème de cookies, hein, c'est assez difficile de s'en débarrasser. Ici, tout est désactivé, donc je valide. Voilà. Donc, comment faire pour gérer les certificats? En fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une possibilité en cliquant sur la zone ici, l'indice de sécurité, d'aller directement sur certificat. Et vous voyez ici, c'est marqué certificat valide. Maintenant, si je clique dessus, je vais avoir la totalité des informations concernant le certificat. Ce certificat a été délivré par une autorité qui s'intitule GeoTrust RSA CA 2018. Voilà. Ce certificat a une validité, c'est-à-dire qu'au 10 août 2020, le certificat de Sephora ne sera plus valide et donc sera considéré pour Chrome comme un site dangereux. Donc ce certificat sera de nouveau demandé et puis probablement obtenu, il n'y a aucun souci. Maintenant, quels sont les organismes qui gèrent les différents certificats? Alors pour ça, vous avez un moyen, vous voyez, je vais dans les paramètres. Hop. Ensuite, on va aller sur confidentialité et sécurité. Voilà. Je vais aller sur plus et ici sur gérer les certificats. Et ici, je vais avoir les autorités, vous voyez, qui autorisent en tout cas les différents certificats. Et donc là, on a plein d'autorités. Donc voilà, ce sont des organismes, hein, vous voyez, Global, Trust, etc. On retrouvera probablement le certificat qui a validé, enfin, comment dire, l'autorité qui a validé le certificat de Sephora parmi toutes ces sociétés. Donc voilà, ça ce sont des sociétés qui sont chargées d'analyser et d'attribuer une validité au certificat
du site. Une fois que cette validité est faite, le site naviguera et fera état d'un petit cadenas, souvent comme un site fiable, comme celui de Sephora qui est ici. Voilà, donc ça c'était pour les certificats. Ensuite, le contrôle de l'information. Alors ce contrôle de l'information, ici c'est comment on fait pour vérifier une information. Bien entendu, il y a plusieurs méthodes. On vous dit que les outils vont se développer pour vous rassurer, entre autres, censé vous dire que l'information est fiable, mais on vous dit aussi que peu d'informations présentes sur Internet sont réellement vérifiées. Vous avez donc une autorité compétente qui délivre un certificat. Par contre, le contenu à l'intérieur, vous pouvez franchement mettre tout et n'importe quoi. Ça risque de passer. Ça devient un petit peu gênant. Auquel cas, donc, ce sera à vous, on dit de garder en permanence un esprit critique, donc ce sera à vous de procéder à quelques vérifications pour vous assurer que l'information que vous détenez est une information justement qui est plutôt pertinente, qui est fiable. Alors, plusieurs méthodes. Une première méthode, c'est cette fameuse méthode donc du QQO-QCCP. Je l'avais évoqué déjà, on pouvait le retenir avec le moyen mnémotechnique CQQ, c'est occupé, ça fonctionne tout pareil. Comment fonctionne cette méthode? Voilà, vous avez 7 questions. Quoi, qui, où, quand, comment, combien et pourquoi. Le tout maintenant, c'est de se poser les bonnes questions. À partir du moment où vous pouvez répondre à toutes ces questions, vous allez d'ores et déjà faire émerger des critères qui vont vous permettre, vous personnellement, de juger si l'information est fiable. Exemple, quelle est la nature du site? Est-ce que c'est un site institutionnel, un site associatif? Est-ce que c'est un site commercial? Est-ce que c'est un forum de discussion? Est-ce que c'est un wiki, etc. Voilà, ça c'est ce qui va vous permettre de jauger déjà une certaine fiabilité. Ensuite, qui est l'auteur du document? Est-ce que vous connaissez la personne? Est-ce que cette personne a une certaine autorité, une certaine légitimité? Là encore une fois, c'est à vous de le vérifier. Vous voyez les autres questions sur le qui, c'est peut-on contacter cette personne? Est-ce un spécialiste du domaine? Alors ça, les spécialistes du domaine, tout le monde s'improvise plus ou moins spécialiste dans un domaine précis. Je pense notamment quand j'évoque ça à ce que l'on appelle les influenceurs sur le web. Alors vous avez énormément de personnes qui sont des spécialistes dans le bricolage, qui sont des spécialistes notamment tout ce qui est cosmétique, parfum, maquillage, etc. Des spécialistes au niveau de la cuisine. Tout le monde sur le net quasiment est un spécialiste. Donc maintenant, est-ce que pour vous c'est vraiment un spécialiste du domaine? Ce sera à vous de le vérifier. Ensuite, s'exprime-t-il au nom d'une institution ou à titre personnel? Là encore une fois, vous avez une liberté de communication. Ensuite, à vous de voir si vous vous exprimez avec vos propres opinions ou si vous vous exprimez par rapport à l'institution que vous allez représenter. Ce sont deux choses différentes. Je suis enseignant, si je m'exprime pour le nom du lycée pour lequel je travaille, c'est sûr que je vais modérer mes propos. À titre personnel, par contre, je suis totalement libre de penser ce que je veux. Donc là, on a deux choses différentes. Ensuite, l'auteur s'exprime-t-il ailleurs? Alors quand on dit ailleurs, c'est-à-dire sur d'autres sites. Quelle est sa crédibilité? Quel est son niveau d'autorité? Voilà, ce sont autant de questions qui vont vous permettre, cette fois, de jauger la validité de la personne qui est à l'origine de l'information, donc de la source d'information. Ensuite, d'où provient l'information? S'agit-il d'un contenu original? S'agit-il d'un site français, francophone, européen, autre? Alors le contenu original, c'est parce que je l'avais évoqué, on retrouve énormément de copier-coller d'un site à l'autre. Donc ça vous permet, en retapant ou en saisissant, en faisant un copier-coller dans un moteur de recherche, de retrouver des fois le site originel. Quelles sont les limites géographiques, on vous dit, de l'information? L'information concerne-t-elle un pays en particulier? Si vous cherchez des informations sur la France, préférez un site français plutôt que de prendre un site étranger. Pourquoi? Tout simplement parce que en France, on a énormément d'autorités qui sont capables d'analyser dans des domaines bien particuliers, bien précis, l'ensemble de l'actualité française. Donc vaut mieux leur faire confiance plutôt que de prendre par exemple l'information sur un site québécois où là finalement on a une information qui est totalement délocalisée. Vaut mieux s'adresser directement à la source. Quand
Ça veut dire quelle est la date du document. Ce document nécessite-t-il une actualisation? Si vous avez un document qui date d'il y a 3 ou 4 ans, bien entendu, il y a probablement plus récent. Alors là encore une fois, ça dépendra des domaines. Dans le domaine des statistiques notamment, il est assez difficile d'avoir des statistiques fiables récentes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut recueillir l'information, il faut traiter ensuite l'information avant de la divulguer. Donc des statistiques qui datent d'un an, des fois c'est quelque chose d'assez récent, quand on parle notamment dans le terme de l'économie. Dans d'autres domaines, on a des statistiques qui sont beaucoup plus fiables et beaucoup plus récentes. Je pense notamment aux statistiques qui font apparaître le nombre de chômeurs ou qui font apparaître les taux de croissance en économie, etc. Donc là, on a des choses des fois beaucoup plus faciles à évaluer et donc des informations plus fiables. Ensuite, comment se présente le document? Est-ce que l'information est rédigée clairement? Est-ce que le document est bien structuré? En fait, si vous tombez sur un rapport d'entreprise, vous êtes à peu près sûr que l'information est fiable. À partir du moment où ce sont des feuilles, des pages web qui ont été saisies, copiées, là vous pouvez d'ores et déjà avoir un certain doute sur l'origine de l'information. Donc selon la méthode dont elle est présentée, selon la méthode de présentation de l'information, vous pouvez, là encore une fois, avoir ou pas un doute sur cette information. Un document, par exemple, qui serait soi-disant officiel et qui est rempli de fautes d'orthographe, c'est souvent un mauvais gage de sécurité. Vous retrouvez ça essentiellement donc dans des mails où vous avez gagné plein de choses, mais si vous regardez un petit peu, vous apercevez qu'il y a beaucoup de fautes. Une entreprise, normalement, ne fait pas de fautes quand elle crée un site. Elle veille, il y a une édition, il y a des éditeurs, il y a des personnes qui veillent à ça. Donc l'orthographe est souvent un gage de sécurité. Une très bonne orthographe, c'est un gage de sécurité pour le site. L'information vous dit pointe-t-elle vers des sites fiables? Là encore une fois, c'est aussi on va dire une façon d'éprouver un petit peu la fiabilité et on va dire la sécurité du site finalement, le fait qu'elle soit bienveillant. Si vous pointez vers des sites très officiels, des sites gouvernementaux, des sites d'entreprises qui ont pignon sur rue, vous pouvez légitimement dire que l'information a été en partie vérifiée et c'est aussi un gage de fiabilité. Ensuite, sixième question, le combien. Combien de fois ai-je pu retrouver cette information? Combien d'autres sites en parlent? Combien de fois ce site est-il mentionné par d'autres? L'information est-elle gratuite? Alors là, plusieurs choses. Le fait qu'une information soit répétée n'est pas un gage de sécurité. Plus elle est répétée, plus on l'a entendu. Néanmoins, il est très facile que l'information ait été prise sur un site, puis recopiée sur un autre, puis sur un autre, etc. etc. Là, on retrouvera notamment la notion, la puissance en tout cas médiatique des influenceurs du web. En fait, ils prennent quelque chose et du fait qu'ils aient beaucoup d'écoute, ils vont propager cette information très très rapidement. Donc c'est ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux. Une information peut être fausse, mais si elle est présentée de la bonne manière, elle va être propagée très rapidement. Et si vous n'avez pas cet esprit d'analyse, vous allez vous faire avoir et vous allez vous aussi donc croire cette information vraie parce que très très médiatique alors qu'en réalité elle est totalement fausse. Pour vérifier ça, il y a des sites, on va y venir juste après. Enfin, pourquoi? Dans quel but le document a-t-il été réalisé? Quel est le public visé? Quels sont les objectifs? Là encore une fois, si vous êtes sur un blog, une page web perso, c'est tout simplement une personne qui a envie de s'exprimer. Donc elle n'a pas forcément la qualité pour s'exprimer avec fiabilité sur un domaine précis. À vous de voir si les informations maintenant vous pouvez les vérifier sur des sites beaucoup plus officiels. Maintenant, dans quel but le document a été réalisé? Encore une fois, si vous retombez sur un rapport d'entreprise, bien entendu, il y a de fortes chances que les informations soient fiables. Là, on sait très bien que le rapport, il a pour but d'être consulté et que les informations qui sont contenues dedans ne sont que la retransmission finalement de faits qui ont été analysés dans l'entreprise. Donc là, c'est forcément quelque chose de fiable. Enfin, donc, je vous avais dit que l'on pouvait vérifier ces informations même si, hop,
si elles étaient relayées à de nombreuses reprises, il y a un site. Parce qu'une information fausse, c'est ce qu'on appelle un fake, mais ce qu'on appelle aussi un hoax. Si vous allez sur un site, voilà, ça arrive très très bien ce Google, vous voyez, il est très très prédictif. Il y a un site qui s'intitule Hoaxbuster. Alors ce site Hoaxbuster, c'est un site qui va vous permettre d'analyser l'information ou en tout cas de détecter assez rapidement les fameuses fake news, donc tous les bruits que l'on entend et qui sont totalement faux. Donc là je viens de me connecter, je suis en direct et voilà, ici par exemple j'ai plusieurs infos. Donc vous voyez notamment non, il n'existe pas de prime de confinement de 28 € par jour de confinement. Voilà, c'est une rumeur qui peut courir, mais c'est totalement faux. Donc par contre, vous voyez, l'OMS fait le point sur les fausses rumeurs. Vous avez un gage ici, vrai. Alors bien entendu, je ne vais pas m'attarder sur ce site. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus people, vous voyez, non, Ronaldo n'a pas transformé ses hôtels en hôpitaux pour accueillir les malades du coronavirus. Alors, vous voyez, je clique. Vous avez la source, ici, une analyse qui a été faite, et la pertinence de l'information. Et vous avez donc, vous voyez, pas mal de statistiques qui vont vous dire que cette information est vraie ou qu'elle est fausse. Alors si vous avez une information, que vous avez un doute, allez-y, recherchez ici une information sur ce que vous voulez. En ce moment, c'est le Covid-19 qui est probablement en tête. Hop, résultat pour Covid-19. Et là, j'ai énormément de sources d'informations qui devraient apparaître. Donc la dernière en date, vous voyez, un nouveau tweet. L'OMS tord le cou aux idées reçues. Donc ça, c'était sur le Covid-19. C'est l'information que l'on a vue précédemment. Voilà. Donc vous avez des sites. Le site, donc en l'occurrence Hoaxbuster, c'est vraiment l'un des pionniers dans sa catégorie. Maintenant, à vous de ne pas vous laisser avoir, à vous de vérifier les informations. Fin de cette séance. Prochaine séance, elle portera sur, pas le contrôle de l'information, on vient de le voir, mais elle portera sur justement le besoin de veille informationnelle. À bientôt.